Hello à tous et bienvenue dans Solo Quest, le podcast où on parle freelancing et solo business. Aujourd'hui, je suis avec Victoria Debargue. Salut Victoria. Hello Axel. Comment vas-tu? Écoute, super bien et toi? Bah ça va, écoute. Alors Victoria Debargue, t'es rédactrice web et ghostwriter. Tu crées du contenu pour les marques B2B et aussi pour les gens qui incarnent ces marques-là. Donc tu peux aussi bien rédiger des articles de blog comme des posts LinkedIn. Alors, en 2019, tu t'es déboîté l'épaule au Krav Maga et là, tu t'es cassé le pied. C'est quoi ta prochaine blessure? Mon Dieu, on commence tout de suite avec les problèmes. Mon karma un petit peu moisi en ce moment. Non, on va pas parler de ça. On va pas parler de prochaines blessures. Ne me porte pas la poisse. On va pas commencer à rentrer dans les dictons de jamais 203. Sinon, je vais jamais m'en sortir là. Non, je suis habitué aussi à me blesser, donc c'est pour ça que je pose la question. Non, une question plus sérieuse. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu gagnes ta vie aujourd'hui, ce que tu vends précisément en tant que freelance? Carrément. Écoute, tu as très bien résumé une partie de mon activité. Je me suis donc lancée en tant que rédactrice web, puis ghostwriter, puis j'ai ajouté le conseil. Toutes ces offres, elles tournent autour d'une compétence qui est l'écriture sur le web, dans le B2B. Réussir à convaincre avec les mots, réussir à toucher les cœurs avec les mots. Donc aujourd'hui, je continue de gagner ma vie en 2024 par l'écriture, donc rédaction web, ghostwriting, donc quand je n'écris pas des longs formats pour les marques, j'écris aussi des posts LinkedIn pour ceux qui les incarnent, c'est ce que tu disais au début. Et puis 2023, j'ai rajouté la brique conseil, donc quand j'écris pas pour les autres, j'aide les autres à écrire par eux-mêmes, en leur donnant des conseils, en les accompagnant. C'est du format one-one principalement, au forfait d'heures principalement, voilà, plusieurs sessions d'accompagnement sur un mois. Et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui avec 3 offres principales: rédaction web, ghostwriting, accompagnement individuel. Et c'est un petit peu, moi j'aime bien l'image des poupées russes, des matrioshkas. Tu vois, je me suis lancée avec la rédaction web. Il y avait une autre poupée russe à l'intérieur qui est arrivée après, c'est le ghostwriting. Et puis de là est née une troisième offre qui est l'accompagnement individuel. Et aujourd'hui, je suis très contente de gagner ma vie en alternant entre ces 3 offres qui sont hyper complémentaires. Et comment tu gères ta semaine? Enfin, t'as 3 offres, donc comment tu dédies ton temps finalement sur ces 3 offres? Est-ce que c'est au feeling ou par rapport à tes demandes ou... Ça demande une vraie organisation. Quand je me suis lancée, forcément, j'ai ajouté les offres petit à petit au fur et à mesure. Donc, j'ai dû revoir aussi mon emploi du temps, ma charge de travail, comment est-ce que j'allouais mes disponibilités toutes les semaines par rapport à ces offres. Aujourd'hui, c'est une vraie organisation, c'est-à-dire que j'ai des blocs dans mon agenda qui sont dédiés à certaines de mes offres et donc à certains de mes clients. Si je prends le ghostwriting, par exemple, moi, je propose du forfait. Donc, les clients vont venir et vont m'acheter, par exemple, 4, 8 ou 12 postes par mois. L'idée, c'est pas que je les livre au compte-gouttes, au fil de l'eau, tout au long du mois. Non, je vais me bloquer, par exemple, une demi-journée par mois pour écrire tous les posts, pouvoir leur livrer et donc passer après à une autre tâche, une autre mission en rédaction web ou alors en consulting. Et puis après, pour ce qui est de l'ordre, donc mes 2 premières offres sont très opérationnelles, hein, c'est de la rédaction, hein, que ce soit des articles de blog, des posts LinkedIn, écrire pour des marques, écrire pour des gens, voilà, c'est très opérationnel. L'autre offre de conseil, elle est beaucoup plus interactive, c'est du synchrone en fait. On est directement voilà dans de l'échange et donc là en fait j'ai un nombre limite d'heures que je peux me fixer par semaine pour pas que mon énergie soit complètement épuisée. Comme tu l'as dit, j'ai aussi un pied à soigner parce que je suis actuellement en pleine convalescence, donc je ne peux pas me permettre, si tu veux, de faire 8 heures de conseil dans une journée. Donc je sais très bien quel est mon taux mon taux d'heures que je peux faire par jour pour pouvoir délivrer un max de qualité en conseil. Entre guillemets, ça dépasse pas 2 heures par jour, quoi. Je peux pas faire plus de 2 heures par jour de conseil, c'est pas optimal pour moi. Donc voilà comment est-ce que je répartis, c'est des gros blocs horaires de rédaction, et puis tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, ou une fois tous les 3 jours, selon les sessions que j'ai de bookées, je fais des heures d'accompagnement. Et en termes de pourcentage, t'as une idée du temps que tu consacres à chaque offre ou pas du tout? J'ai fait le calcul là sur alors mes offres principales, donc tout ce qui est lié à l'opérationnel, la rédaction, ça reste ça. Mon temps principal que je dédie à mes offres, ça reste ça aussi. Le pourcentage de chiffre d'affaires le plus important que je dégage. Pour la partie conseil qui s'est rajoutée au fil de l'eau, elle est arrivée fin 2022, si je dis pas de bêtises, cette partie conseil. Donc j'ai calculé là sur fin 2023. 30% de mon chiffre d'affaires était dédié à cette offre d'accompagnement.
Comme je te le disais, ça représentait à peu près 1 à 2 heures par jour maximum. Et j'avais fait le test, je crois, sur octobre 2023. Je m'étais plongée dans les chiffres. C'est pas trop à mon habitude, mais allez, j'avais fait pour me faire plaisir et puis sortir un peu de data. J'avais remarqué que pour atteindre ces 30% de chiffre d'affaires dédié à l'accompagnement en y dédiant 1 à 2 heures par jour, si je ramenais ça sur 21 jours ouvrés sur un mois, ça représentait plus ou moins 20% de mon temps. Donc on peut dire 30% de mon chiffre d'affaires pour 20% de mon temps sur cette offre-là. Voilà, c'est un début, je teste, j'optimise au fur et à mesure, mais globalement, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas une offre qui me prenne, par exemple, 80% de mon temps pour 20% de mon chiffre d'affaires. Là, je pense que je me planterais un petit peu si j'avais sorti ces chiffres-là. Pour le moment, je pense que je suis plutôt sur la bonne voie. Ok, bah, super intéressant parce qu'en gros, enfin, quand on se diversifie aussi, on s'éparpille un peu, donc on met des efforts un peu à différents endroits. Moi, j'ai deux positionnements, c'est automatisation, extension Chrome, là où je gagne de l'argent. Et aujourd'hui, troisième positionnement qui est avec podcast, newsletter, etc., où je crée beaucoup de contenu et mon média. Mais du coup, tous ces efforts, on va dire, où je mets à droite et à gauche, au final, il faut quand même s'y retrouver à la fin du mois. Et c'est pas toujours corrélé. Là, visiblement, ton temps que tu consacres, 20% pour 30% du CA, enfin, c'est globalement correct. Mais des fois, il y a des moments où tu mets du temps à certains endroits et c'est pas très viable sur le long terme, quand même. Bien sûr, et ça se manifeste souvent pendant les phases de démarrage. Quand tu lances une nouvelle offre, tu dédies souvent beaucoup de temps pour peu d'efforts au début, et puis après, l'idée, c'est que la courbe, elle puisse s'équilibrer et que tu puisses progresser là-dessus. Mais pourquoi t'as ajouté du coup enfin t'as commencé rédactrice web, pourquoi t'as ajouté ghostwriter? Parce que l'opportunité s'est présentée et que quelqu'un t'a demandé si tu faisais des posts LinkedIn pour d'autres personnes, et après peut-être t'as fait la même chose sur l'accompagnement, ou Scalesia t'a peut-être contacté ou autre. Très bonne question. Si je veux creuser encore plus loin, la vraie anecdote, c'est quand je me suis lancée. Alors, je parle tout de suite de quand je me suis lancée, j'étais rédactrice web, ghostwriter. Mais quand je me suis lancée, la vérité, c'est que les premiers mois, je me positionnais comme content stratégiste. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de stratégies, des missions de stratégie de contenu où j'intervenais dans les entreprises et voilà, je m'occupais de leur stratégie avant de pouvoir passer à l'opérationnel. C'est un héritage de mon passé de salarié en tant que content manager. Et en fait, assez tôt, en 2019-2020, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'épanouissait, c'était vraiment l'opérationnel, c'est écrire pour les autres. Alors à ce moment-là, je me suis pris plein de mais tu te rends pas compte, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif. Pourquoi tu devrais te concentrer sur l'opérationnel? Concentre-toi sur la stratégie, tu gagneras plus, tu seras plus perçue comme une experte. Donc j'ai navigué contre tous les préjugés pour me dire bah non, en fait, moi je me rends compte que la brique stratégique, à l'instant T, ça ne m'épanouit plus. Je vais me concentrer sur l'opérationnel. C'est pour ça que sur les premières années de ma carrière de freelance, je faisais quasiment que de l'opérationnel, rédaction web, ghostwriting pendant les 2-3 premières années jusqu'en 2022. Et puis le goût de pas tant de la stratégie, mais en tout cas de l'accompagnement individualisé. La stratégie, c'est parfois un peu bâtard entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu vas faire une presse, que tu vas livrer à des gens. Voilà votre stratégie, et puis après ça déroule derrière, ça déroule pas. Bon, j'avais pas le sentiment vraiment d'accompagner ces personnes-là. Donc c'est là que je me suis dit, si je veux refaire un peu de stratégie, il faut que je réinvente le format, plus comme avant. Ça ne me convenait pas de livrer des strats sur des PPT. C'est pas comme ça que je vois la stratégie de contenu aujourd'hui. En tout cas à l'heure actuelle. Donc je me suis dit, tiens, en 2022, je tenterais bien quelque chose de différent. J'avais l'idée de l'accompagnement, mais j'avais pas vraiment le format en tête. Comment est-ce que ça pouvait se matérialiser? Donc comme souvent dans mon activité, j'en ai parlé à mon ami Cédric Costa, que tu as invité aussi sur ton podcast, en lui disant, voilà, je tenterais bien de refaire de l'accompagnement un petit peu plus en stratégie de contenu ou en rédaction web, mais en tout cas, un format vraiment synchrone qui me manque aujourd'hui. Je m'éclate toujours dans l'opérationnel, mais il y a quelque chose qui me manque. Et puis là, en 2 secondes, il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut, laisse-moi faire une mise en relation avec Scalesia, ça pourrait être sympa pour commencer avec un partenaire en fait. Lancer une nouvelle offre d'accompagnement, c'est quand même pas rien. D'être épaulé dans ce lancement en me disant bah tiens je vais tester avec Scalesia, ça a été une vraie opportunité. Et donc en 2-3 mouvements, j'ai été mise en relation avec Scalesia et j'ai pu lancer mon offre d'accompagnement par leur système déjà bien rodé, déjà bien implanté. Scalesia accompagne des clients qui sont dans ma cible, des entreprises B2B, des TPE, des PME, des startups. C'était parfait, c'était le match parfait. Donc pour l'accompagnement, en gros, c'est Scalesia qui trouve, j'imagine, les clients et ils te font intervenir pour faire l'accompagnement. Pour toi, ta partie rédactrice web et ghostwriter, enfin le nerf de la guerre en freelance, c'est de trouver des clients. Toi, c'est quoi ton acquisition de clients aujourd'hui? C'est du bouche à oreille, LinkedIn et peut-être un autre canal ou...
Alors, tu as raison, pour la partie Scalesia, c'est eux qui apportent les missions, qui apportent les clients. Donc, c'est très confortable comme situation, mais ça représente pas 100% de ma clientèle et de mon activité. Donc, pour le reste, pour la rédaction web, pour le ghostwriting, il faut bien que je trouve des clients en direct. J'ai testé beaucoup de choses. Mon acquisition, quand je me suis lancée, elle reposait beaucoup sur de la prospection. Alors, moi, j'adore la prospection. C'est un sujet qui est pas toujours apprécié, mais j'ai beaucoup aimé, en me lançant, trouver mes premiers clients en allant démarcher un peu les boîtes qui me faisaient rêver et avec qui je voulais travailler. Donc au début, ça reposait beaucoup sur de la prospection, très rapidement de la création de contenu aussi. J'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn fin 2019, début 2020 et ça a porté ses fruits assez rapidement. Et puis au fil de l'eau, en fait, au début, il y avait aussi des partenariats avec des agences. Donc si tu veux, les 2-3 premières années de mon activité, c'était beaucoup prospection, création de contenu, apport d'affaires via des agences. Et puis au fil de l'eau, on a rajouté la brique bouche à oreille, recommandation. Euh, Au début, c'était pas tant de la recommandation d'anciens clients, c'était de la recommandation de partenaires, de freelance, avec qui je pouvais échanger, qui pouvaient me filer des leads, entre guillemets. Parce que dans le milieu du ghostwriting, ça se faisait pas tant que ça à une époque de recommander sa ghostwriter personnelle autour de soi. C'était un sujet plutôt secret. Et puis, il y a quelque chose qui s'est libéré, je trouve, depuis 1 an à peu près. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes clients qui me recommandent à d'autres personnes. Et donc, je reste dans un cercle comme ça où le bouche à oreille, ça fonctionne très, très bien. Bah, t'avais fait un post sur Qui veut être mon associé où t'expliquais en 2020 que t'avais 2 clients, un petit CA, mais des grosses ambitions et que pour pallier à tout ça, t'avais fait des événements pour start-upers dans des incubateurs. T'as fait de la prospection sur LinkedIn ou par email. T'as commencé aussi à travailler ton personal branding sur LinkedIn. Et du coup, en 6 mois, t'avais multiplié ton CA par 4 en multipliant par enfin, je sais plus combien de clients tu avais eu à la fin, mais en gros, tu avais fait quand même différentes actions pour quand même choper des clients à l'époque. Exactement, c'est l'éternel, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Je pense que je l'incarne plutôt bien ce dicton puisque pour trouver mes clients, voilà, je fais en sorte de tester différents canaux. Pour mon activité aussi, j'ai différentes offres. Donc pour moi, au début, c'était évident que j'allais tester différentes approches, m'incruster à des événements. Ça, j'en ai un très bon souvenir. Des événements, j'avais notamment un souvenir de concours de pitch de start-up où j'avais prétendu être journaliste pour pouvoir venir, alors que pas du tout, hein, à part écrire des posts LinkedIn, c'est la seule forme de journalisme entre gros guillemets que je fais. Et puis ça m'avait permis de repérer des projets qui pitchaient pour obtenir des bourses, etc. Donc qui avaient de l'ambition pour se développer et qui avaient aussi besoin de déployer des efforts marketing sur le contenu, la communication. Et donc à la fin de ces événements, j'allais voir les boîtes et je me présentais tout simplement en leur disant que j'étais freelance, que je pouvais les aider. Je me souviens avoir trouvé un client comme ça. Donc ça, c'était début 2020. Et puis après, on connaît tous le confinement. Après, il faut se réinventer. Donc on trouve d'autres moyens digitalisés, on va dire. Mais ouais, j'ai testé beaucoup d'approches pour trouver des clients. Mais tu conseillerais quelle approche finalement pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Ce serait quoi ton approche là aujourd'hui si tu te relançais tu ferais prospection ou LinkedIn ou un autre Bah, moyen? ouais, avant de penser approche, penser peut-être mindset, tu vois. On a tendance à se lancer en diabolisant tout de suite la prospection parce que c'est vrai que c'est pas l'approche la plus confortable, mais peut-être s'autoriser à changer de regard sur la prospection et se dire qu'aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui part un peu plus du cœur, genre allez, je me pose 5 minutes avec un papier, un crayon, j'identifie les boîtes avec qui j'aimerais trop travailler. C'est pas obligé d'être des Coca-Cola, des Disney, des entreprises internationales, hein. On peut voir plus petit et c'est très bien comme ça. Et puis, se donner les moyens après d'identifier les bonnes personnes dans ces entreprises-là, d'aller les solliciter. Évidemment, à côté, de créer du contenu et d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus smart dans sa création de contenu. C'est-à-dire pas juste être dans une approche descendante où on va publier des contenus sur notre expertise et basta, mais s'intéresser un peu à qui réagit. Même si on n'a pas des centaines de likes, tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui visitent notre profil? C'est une marque d'intérêt. Comment est-ce que je les contacte derrière ces personnes-là? En fait, il y a vraiment une approche hybride aujourd'hui qui est intéressante à mener, je trouve, quand on veut trouver ses premiers clients, en mêlant inbound, création de contenu, et approche un peu plus personnalisée, directe. La prospection, souvent, c'est diabolisé en se disant, je vais devoir prendre mon téléphone, appeler la personne, ou faire du cold emailing, ça va pas marcher. Pensons un petit peu plus, personnalisé, identifier des bons contacts, pour envoyer les bons messages. Franchement, si je me relançais, je pense que je ferais tout pareil, quoi. Je testerais différentes approches
parce que je sais, enfin maintenant j'ai le retour final, je sais après 4 ans qu'il y a des choses qui marchent, quoi, en mélangeant les approches, en pensant un peu plus hybride et pas seulement descendant, pas seulement allez hop, je publie du contenu et puis on verra bien qui mord à l'hameçon. Bah non, faut aller sous l'eau pour voir ce qui se passe sous la canne à pêche, quoi, et voilà, c'est un petit peu comme ça que je ferais. Bah, surtout la prospection, faut se dire, c'est pas grave si ça marche pas. Enfin, du moment que tu le fais, on va dire, avec des bonnes intentions et que tu fais pas non plus de la prospection en masse à envoyer des milliers de mails et que tu fais vraiment du personnalisé. Si je fais un parallèle avec le podcast, en gros, là, alors moi, j'envoie des messages à des gens pour qu'en gros, ils viennent sur le podcast. S'ils me répondent pas, enfin, c'est arrivé, hein, il y en a certains qui n'ont pas répondu. Bah, c'est pas grave, je les relancerai peut-être dans 6 mois. Mais faut pas non plus se dire, ok, bon, il a pas répondu, je suis nul ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pas si grave si finalement c'est un échec en soi. Enfin, c'est même pas un échec en soi, c'est juste la personne en face n'a pas soit répondu, soit elle a pas accepté le rendez-vous, soit enfin, ça n'a pas abouti. Bien sûr, c'est pour ça que, à mes yeux, c'est une question de mindset avant tout, parce que c'est de se dire, bah voilà, j'ai tenté ma chance. Peut-être que c'était pas le bon moment, pas le bon message, mais c'est pas grave. On se réinvente, on change les approches. Et tu vois, hier, je repense à une personne qui m'a prospecté, qui l'a fait très intelligemment. C'est intéressant, ça aussi, de se dire que quand on veut trouver ses premiers clients, il y a effectivement la prospection de clients idéaux, de nos personas, de tout ce qu'on aura défini, mais il y a aussi la prospection de partenaires. On peut se lancer et se dire, avant de trouver des clients, je vais trouver des partenaires. C'est un petit peu mon histoire de Scalé quand j'ai lancé mon offre de conseil. Et ben, en fait, il y a une correctrice qui m'a contactée hier, une jeune freelance correctrice qui m'a contactée en me disant, bah tiens, je vois que tu es rédactrice depuis un certain temps. Alors, elle a super bien personnalisé son message. Est-ce que sur certaines missions, tu n'aurais pas besoin d'une correctrice en plus? Parce que c'est pas un service forcément que je propose. Est-ce que, tu vois, on pourrait pas s'associer sur certaines missions? Est-ce que tu as besoin d'aide pour faire de la correction? J'ai trouvé ça très smart parce que là, tout de suite, j'ai peut-être pas le besoin en tête immédiat, mais je sais que demain, si un client me dit, bah tiens, est-ce que en plus de la rédaction, on peut ajouter une brique correction? Je vais pas m'improviser correctrice professionnelle. Je sais que je peux trouver des gens dans mon réseau et d'avoir des personnes qui te démarchent spécifiquement. Elle avait fait le test quand je lui ai demandé ses tarifs. Elle a pris un exemple de mes contenus en disant, bah si c'est un contenu qui mesure le même nombre de mots que ce que tu as fait comme hier, et ben voilà mon tarif. Tu vois, j'ai trouvé ça hyper personnalisé, hyper smart. Et quand on se lance, ça peut aussi être ça la prospection, aller prospecter des partenaires potentiels. Ouais, en plus, elle prospecte là du coup en freelance, donc elle prospecte même pas un client directement, enfin forcément, donc c'est aussi une autre approche. Il y a un autre aspect ultra intéressant dans ton parcours, c'est ton lancement en freelance en 2019. Donc tu avais un CDI, on va dire, assez classique, mais tu voulais te lancer en freelance et tu as profité d'un statut ultra particulier qui est le statut entrepreneur salarié. On connaît le portage salarial, mais ce statut-là, on a tendance à pas trop le connaître. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Bien sûr, j'adore parler de ce sujet, parce que j'estime que si j'avais pas croisé sur ma route, ce statut, je serais peut-être encore salariée à l'heure actuelle et pas 100% épanouie. Ce statut, je l'ai connu grâce à ma conseillère Pôle emploi, c'est ça, suite à mon CDI, quand j'ai atterri dans le bureau de la conseillère Pôle emploi en lui disant, «Au secours, panique à bord, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que je me mets en freelance? Est-ce que je retourne en entreprise? Les 2 me tentent, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 façons de travailler. Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je?» Voilà, panique à bord. Et elle m'avait dit, mais en fait, il y a un statut hybride qui existe, qu'on connaît très peu, ça c'est vrai, qui existe pourtant depuis une vingtaine d'années. C'est le statut d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi. Tous ces mots compliqués pour dire qu'il y a un statut alternatif qui existe quand on veut se mettre à son compte, lancer son activité de freelance, par exemple de prestataire de service, tout en bénéficiant des avantages du salariat. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va re-rentrer dans une boîte et un schéma classique en étant salarié avec un patron. On reste son propre patron, on lance son activité comme un micro-entrepreneur lambda, sauf qu'on fait partie d'une structure, donc cette fameuse coopérative, qui va nous accompagner sur le plan comptable, juridique, si jamais on a des questions, qui va nous former à plein de sujets, qui va vraiment nous épauler et qui va nous offrir donc un statut légal d'entrepreneur salarié. Et donc sur le papier, ce que ça veut dire concrètement, c'est que j'exerce mon activité de freelance, mais j'ai un contrat, je suis salarié de cette coopérative pour être mon propre patron. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et derrière, j'ai tous les avantages du salariat, que ce soit en termes d'avantages sociaux, de mutuelles, de cotisations pour la retraite, pour les congés, pour tout ce que tu veux. Donc globalement, sur le papier, j'ai un contrat de travail, j'ai des fiches de paye tous les mois sur la base de mon chiffre d'affaires.
ce statut, il a été super utile, notamment quand j'ai dû trouver un appart. J'ai pas eu toutes les galères qu'on connaît bien de bah ouais, mais t'es freelance, t'es micro-entrepreneur, ou ta boîte, elle a que 3 ans, mais bon, tu fais des super chiffres d'affaires, mais bon, après tout, tu restes entrepreneur. Non, sur le papier, je suis légalement salarié d'une coopérative, hein, pour faire mon activité de freelance, mais salarié avant tout aux yeux de la loi, aux yeux des banques, aux yeux de l'État. Et pour moi, ça ne change rien dans mon quotidien, si ce n'est que je me suis enlevé certaines tâches assez chronophages, puisque je suis épaulée dans mon activité, encore une fois, pour la comptabilité. Alors, c'est pas la coopérative qui va me trouver mes clients, attention. Par contre, je peux trouver des partenaires, il y a plein de choses qui sont mises en place pour, pour trouver des clients, c'est ça, mais ils trouvent pas ma place. Donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est un statut qui est hyper bénéfique, notamment quand on se lance, qu'on a une petite phobie administrative comme moi, qu'on sait pas trop, par quel bout prendre son début d'activité de freelance. Et puis, c'est aussi un statut qui correspond aux personnes qui durent dans la durée, enfin, qui vraiment développent une activité pérenne. Donc, ça fait 4 ans et demi que je suis dans cette coopérative qui continue de m'épauler, de m'accompagner. J'ai de l'accompagnement direct avec une conseillère. J'ai un accès à un espace de coworking, donc c'est un système qui mise beaucoup sur le collectif aussi. Il y a bientôt 400 entrepreneurs dans ma coopérative qui s'appelle Omnicité. Et puis, dès que j'ai des sujets comptables, juridiques, voilà, ils sont là pour moi. Et ce système, il fonctionne en échange d'une contribution. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, je verse 10% de mon chiffre d'affaires. C'est plafonné. C'est plafonné à 11 000 euros par an. Donc, le jour où voilà, je vais dépasser les 110 000 euros de chiffre d'affaires, la commission va pas augmenter. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça montre des perspectives pour les personnes qui durent et qui, au bout d'un moment, dépassent ces 6 chiffres. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et je milite sur LinkedIn pour que ce soit beaucoup plus connu. Et encore hier, j'ai rencontré quelqu'un donc dans la coopérative qui m'a dit bah ouais, je suis arrivée grâce à tes posts LinkedIn où t'en parlais. Je lance mon activité. Il y a rien de plus beau pour moi d'influencer, on va dire, le parcours, la trajectoire professionnelle de certaines personnes en faisant connaître ce statut qui mérite d'être connu de ouf, quoi. Je savais pas qu'il limitait enfin les 11 000 euros à l'année, ça je savais pas, je savais qu'il y avait les 10% parce que on en avait parlé la dernière fois, mais les 11 000 euros ça c'est quand même assez bien, enfin en gros si tu fais plus de CA ils te prennent pas plus, parce que moi je travaille souvent sur Malte et sur Malte ils prennent 10%, j'avoue que les 10% si je peux les éviter à chaque fois c'est pas mal. Mais c'est quoi les conditions finalement pour avoir accès à ce statut? Est-ce que tu dois avoir des objectifs de CA? Est-ce que tu dois faire tant chaque mois ou autre ou... Enfin, c'est quoi les conditions pour l'avoir? Alors déjà, il y a une condition en termes d'activité. Par exemple, tu peux pas te dire demain je vais lancer une boutique avec du stock, des produits, etc. Ça, c'est pas des activités qui peuvent être hébergées par ce statut et ce type de structure. Donc il y a déjà des conditions en lien avec ton activité. C'est un statut qui est propice aux formateurs, aux activités de service, que tu fasses du conseil, de l'opérationnel. Franchement, moi j'ai des collègues profs de yoga, développeur web, conseiller en transition écologique. Voilà, ça peut couvrir plein de sujets. Mais dès lors que tu n'as pas de stock à gérer, si c'est pour lancer une boutique demain, c'est pas forcément le modèle le plus adapté. Donc déjà il y a ça. Et puis quand tu veux rejoindre une coopérative, tu as un premier rendez-vous pour expliquer ton projet. Voilà, je veux lancer mon activité de rédacteur web. Voilà pourquoi je veux le faire. Qu'est-ce que je faisais avant. C'est ni plus ni moins qu'un rendez-vous classique pour voir un peu ta motivation, ton projet. T'es pas obligé d'arriver avec un prévisionnel sur 5 ans. C'est pas du tout ce qu'ils viennent chercher. Et puis après, en fait, tu signes ce qu'on appelle un contrat CAP. Ça ressemble un petit peu à une période d'essai dans le salariat classique. Le contrat CAP, c'est un contrat d'appui voilà, pour les porteurs de projets entrepreneuriaux. C'est une période qui dure 6 mois, qui est renouvelable une fois. Et pendant ces 6 mois, bah, c'est complètement OK si tu fais 0 € de chiffre d'affaires parce que tu es en train de te lancer, parce que voilà, les débuts sont parfois un petit peu lents, il faut le reconnaître. On va pas attendre de toi que tu génères, il n'y a pas d'objectif de chiffre d'affaires, t'es pas objectivé là-dessus. On va pas te virer au bout de 2 mois parce que ton activité, elle est pas encore 100% rentable. Donc, tu as cette période-là, on va dire, d'essai grâce au contrat CAP. Et puis, dès que tu es prêt, tu passes donc au salariat, entre guillemets, tu signes ton contrat d'entrepreneur salarié. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, t'es lancé, tu reverses les 10% de ton chiffre d'affaires tous les mois à la coopérative. Mais dès le jour 1, en fait, que tu sois en contrat CAP, que tu arrives déjà voilà, avec une activité qui fonctionne, dès le jour 1, tu es accompagné. Voilà, tout le monde bénéficie du même accompagnement, des mêmes outils. Et le but, c'est que tu progresses à ton rythme, en fait.
La différence finalement entre le portage salarial et toi, ce que tu fais aujourd'hui, c'est qu'en gros, tu es quand même plus freelance, plus proche du freelance que celui qui fait du portage salarial. Portage salarial, je crois que il pousse des missions auprès des freelances, il me semble. Alors pas toujours, tu peux Pas avoir toujours. des sociétés de portage salarial qui laissent les entrepreneurs libres de trouver leur propre mission. Ce qui va surtout différencier, donc parce que c'est vrai que sur le papier c'est deux statuts qui ressemblent, hein, c'est deux structures qui te prennent une commission pour pouvoir héberger ton activité. Toi ça t'évite de créer une micro-entreprise, de machin, donc en gros c'est un statut qui est plutôt arrangeant. Par contre, ce qui va vraiment différencier les coopératives d'un côté et le portage salarial de l'autre, c'est aussi l'ADN de la structure, dans le sens où les coopératives, c'est très ancré humain, accompagnement humain, ESS. Moi, je sais que je suis chez donc Omnicité, c'est une coopérative du secteur de l'ESS. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des activités plutôt orientées économie sociale et solidaire. Hein, c'est pas une obligation, mais c'est très ancré dans l'humain, dans l'accompagnement. Et donc, à l'inverse des sociétés de portage salarial qui sont parfois un moyen, si tu veux, de signer un bout de papier pour dire voilà, j'ai une société hébergée et puis je peux commencer à facturer. Dans la coopérative, on va vraiment déployer des moyens pour t'accompagner. Il y a l'humain, il y a cette notion de collectif. Aujourd'hui, en portage salarial, souvent, t'as pas trop cette notion de collectif, de tu rencontres les autres entrepreneurs qui sont portés par, du coup, la société de portage salarial. Tu vas pas forcément avoir quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te coacher tous les mois, un comptable à disposition pour répondre à tes questions. Tu vas parfois avoir des outils, ça c'est vrai, mais tu as une sorte d'accompagnement vraiment humain. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce statut-là, parce qu'en portage salarial, souvent, c'est très, voilà, c'est pour entre guillemets signer un bout de papier et puis être facilité pour pouvoir après trouver tes propres clients ou être aidé pour trouver tes propres clients. Mais cette vraie dimension humaine, j'en ai pas beaucoup parlé, mais voilà, chez Omnicité, ça va on a un jour de coworking par semaine, il y a plein d'événements qui font qu'on se rencontre, il y a des petits déjeuners, il y a des soirées, il y a plein de choses qui se passent pour vraiment cultiver cette notion de communauté et de collectif, quoi. Mais en gros, moi, je comprends l'intérêt de l'utiliser ce statut quand tu te lances. Donc, en gros, t'es aidé pour lancer, enfin, ton statut juridique et la comptabilité, ce genre de choses. Mais sur le long terme, là, toi, ça fait 3 ou 4 ans que t'es freelance. Enfin, freelance encore. En fait, finalement, t'es salarié. Est-ce que c'est vraiment intéressant encore sur le long terme? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte encore là sur le long terme? En soi, tu pourrais lancer ta boîte à côté et faire tout ce que tu fais aujourd'hui, mais toute seule et moins les 10%, quoi. Bien sûr, rien ne m'empêcherait de partir, de lancer ma propre structure. Je recommencerai pas de zéro puisque j'ai déjà ma clientèle, voilà, mon activité est déjà solide entre guillemets. Par contre, ce que m'apporte la coopérative, donc je réinsiste sur ce côté humain, ce côté accompagnement. Et pour moi, tu vois, l'accompagnement, la supervision, le fait d'être épaulé, c'est pas quelque chose que tu as que la première année quand tu te lances. Plus tu évolues en tant que freelance ou dans mon cas entrepreneur salarié, c'est de se dire que tu as des problématiques, des nouvelles problématiques tout le temps qui arrivent en fait. Et plus tu vas évoluer, plus ça va être des nouveaux sujets. Et plus pour moi, en fait, j'arrive à trouver des réponses et des solutions à mes questions avec des gens qui me connaissent depuis longtemps, qui m'accompagnent. Il y a vraiment ce côté humain sur lequel j'insiste. Moi, je vois pas que les chiffres en fait. Cette commission, en fait, si tu veux, elle est anecdotique aujourd'hui parce que je vois surtout tout ce que je gagne à rester dans une structure comme ça. Une structure qui va m'épauler, qui le jour où j'ai un pépin, j'ai pas besoin d'aller payer un avocat pour, tu vois, ou couvrir les impayés, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Le jour où, tu vois, je veux me faire coacher sur mon business, en fait, il y a des personnes dédiées à ça chez Omnicité, par exemple, qui sont vraiment capables de me donner les meilleurs conseils. Et je sors de là, en fait, je sors de sessions d'accompagnement tous les mois en me disant, mais voilà, là, j'ai fait 5 pas en avant et c'est compris dans la cotisation que je donne. Cet accès à l'espace de coworking, pour moi, il est hyper précieux. Donc, en fait, c'est tous les avantages que ça comprend derrière. L'accès à cette communauté, moi, ça m'a permis de tester des offres en interne aussi. Je fais du business avec Omnicité, avec les entrepreneurs qui sont dedans. Donc, c'est aussi un accès à un levier en termes de développement d'activité qui est intéressant. Et donc, finalement, pour moi, les 10%, forcément, quand tu arrives dans la coopérative, tu les regardes. Quand tu es convaincu par ce modèle et que tu vois tout ce que ça t'apporte, finalement, tu fais plus un focus dessus. Moi, j'en suis là aujourd'hui et vraiment tout ce que ça m'apporte sur tous les plans de mon activité, que ce soit humain, social, économique, ça les vaut, quoi. Donc c'est pour ça que je reste. Et un exemple très concret, là l'année dernière, j'étais à un stade de mon activité où ça faisait 3 ans, j'avais envie de passer un palier de chiffre d'affaires. Il y avait un programme de co-développement qui a été mis en place avec des entrepreneurs qui, pareil, voulaient passer ce palier-là. Et tu vois, ça a duré 8 mois. Et pendant 8 mois, on a fait du co-développement et ça aurait pu être un mastermind que j'aurais payé à l'extérieur avec d'autres entrepreneurs, je sais pas, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Je sais pas quels sont les prix du marché sur ces formats-là. Là, c'était compris dedans et ça m'a permis d'avancer, mais de ouf.
ouf, quoi. Donc, il y a tous ces avantages un peu sous-jacents qui, pour moi, valent complètement les 10%. Bah, en soi, si tu veux te former, ouais, c'est quand même assez intéressant parce que moi, je paye là des bootcamps ou ce genre de choses et finalement, je suis proche des 11 000, enfin, étalé peut-être là sur 2 ans, mais ça va assez vite. Et en soi, si je prends un parallèle avec Malte, qui prend 10% aussi sur ta mission, en soi, sans Malte aujourd'hui, moi, je serais pas freelance parce que ça m'a permis de trouver facilement des clients, on va dire. Et toi, en soi, enfin, ça t'a permis de te coacher, et de trouver peut-être, enfin, de te lancer en tout cas sur le freelancing. Donc, en soi, c'est pas mal. C'est ça m'a permis de lancer et de durer aussi. Enfin, franchement, quand je vois l'accompagnement dans la durée pour pérenniser mon activité, pour passer des paliers, des caps, c'est juste incroyable. C'est pas juste un format. Après, c'est sûr, il faut faire ses calculs, il faut voir si ça nous correspond. C'est pas pour tout le monde, hein, ce type de statut. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est intéressant de se dire que, enfin, je sais que chez Omnicité, il y a des entrepreneurs qui sont là depuis 15 ans, quoi, qui sont là depuis la création de la coopérative il y a 20 ans. Et si tu veux, c'est un format qui convient aussi à des personnes qui veulent durer dans le temps avec un accompagnement, avec de l'humain vraiment, et des équipes à disposition. Et ce format humain, pour moi, c'est exactement ce que je cherche dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est que tu travailles solo, enfin tu travailles seul, mais je crois que dans un de tes contenus, tu disais justement que tu t'es jamais senti aussi entouré que depuis que tu es en freelance. Bah là, du coup, tu as ta collectivité, tu as aussi Cédric Costa avec le collectif James in Band dont tu parlais juste avant. Enfin, c'est quoi tout cet entourage c'est quoi l'importance pour toi de s'entourer quand tu es freelance? Ah mais pour moi c'est vital quoi. C'est-à-dire que moi j'aurais pas duré dans le business si c'était pour me lever tous les matins, être devant mon ordi toute seule, parler à personne, si ce n'est satisfaire mes clients et puis après voilà finir ma journée, voir mon mec salarié qui rentre, qui me raconte tout ce qu'il a fait et puis moi dire bah ouais j'ai juste bossé pour des clients et c'est tout. Cette notion sociale de l'entrepreneuriat pour moi elle est indispensable et ça se trouve pas que donc sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ça se trouve pour moi dans des collectifs, dans des communautés et j'y suis hyper attachée. Donc quand je me suis lancée, tu as raison, en premier, il y a eu et il y a toujours donc la communauté d'Omnicité, cette forme de collectif, de coopérative. À côté de ça, je fais partie de petits groupes d'entrepreneurs. Le tout premier, c'est une team qu'on a appelée e-collègues. C'est marrant, il y avait Inès Sivignon que tu as interrogé aussi, t'as interviewé pardon sur ton podcast. Donc tu vois, en 2019, j'ai rejoint une petite team comme ça de freelance qui sont toujours freelance aujourd'hui et qui se développent bien. Et le but, c'était juste de papoter sur un groupe Slack, quoi, de se sentir soutenu. Ça a été hyper important pour moi au fur et à mesure de mon développement. Et puis là, plus récemment, pareil, j'ai trouvé des pairs avec qui j'échange très régulièrement. Cette notion de collectif James in Band, pour moi, c'est juste vital. La raison pour laquelle je reste dans ces collectivités, dans ces groupes, c'est parce que je suis convaincue qu'à plusieurs, on avance plus vite, on avance plus loin, on se tire vers le haut. C'est hyper important pour moi. Donc ça, c'est une condition, je pense, indispensable de mon développement, de ma pérennité, de mon succès, je sais pas. Mais pour moi, je ne me vois plus retourner en arrière et me dire bon bah là maintenant j'en ai marre, j'ai trop papoté et j'ai trop fait de social. Je me concentre sur le business. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et c'est indispensable. Mais c'est marrant parce qu'en gros, moi j'ai fait l'erreur pendant plus d'un an à rester dans mon coin et à justement à la fin de ma journée avoir juste bossé pour des clients et ne pas avoir parlé, on va dire, à d'autres entrepreneurs et freelance. Mais c'est au bout d'un an où j'ai réalisé que, enfin, c'est aussi en publiant sur LinkedIn que j'ai rencontré, on va dire, d'autres freelances et d'autres entrepreneurs. Et toi, comment tu les as rencontrés finalement, ces groupes dont tu fais partie aujourd'hui? Bah, c'est vrai que moi, ça arrivait très rapidement. La coopérative, voilà, j'ai lancé ma boîte grâce à la coopérative. Donc, j'ai tout de suite été plongée dans une communauté d'entrepreneurs salariés via Omnicité. Puis, dès que j'ai commencé à faire mes premiers posts sur LinkedIn fin 2019, j'ai rencontré assez rapidement, une personne, deux personnes, enfin, Inès, Brice Schwartz, il y a eu Camille David. Enfin, voilà, il y a eu quelques freelances comme ça qu'on a tendance à voir sur notre fil LinkedIn avec qui j'ai échangé en individuel et qui m'ont dit, attends, on est en train de monter un petit groupe là pour échanger à plusieurs. Viens, on t'ajoute dedans. Ça s'est passé aussi naturellement que ça. Tout comme ça s'est passé avec Cédric, qui à la base était un de mes clients. Je ghostwritais une partie de ses posts, qui un jour m'a dit on va se regrouper là avec quelques freelances hyper complémentaires dans le milieu de l'inbound. Tu veux en faire partie? Bah ouais, let's go. En fait, à chaque fois, c'est des perches qu'on m'a tendues. Moi, j'ai pas forcément ce profil leader de créatrice de communauté. C'est pas moi qui vais créer la communauté et qui vais rallier tous les membres. Ça, je le laisse à d'autres. Par contre, on m'a tendu des perches assez facilement
Et je pense que j'ai cette capacité à accepter les invitations. Enfin, je suis toujours partante pour, tu vois, tester quelque chose de nouveau. On m'invite sur un podcast, j'ai jamais dit non, tu vois, c'est bah ouais, let's go, trop bien. On m'invite dans un groupe, bah ouais, j'arrive, attendez, je débarque. Scalesia veut bosser avec moi, bah ouais, attendez les gars, je suis là. Donc j'ai cette capacité à accepter les mains qu'on me tend. Et je pense que du coup, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus, si ce n'est d'être toujours un peu ouvert d'esprit, ouvert aux discussions, parce que parfois en échangeant ne serait-ce qu'avec une personne, bah, ça va déclencher une opportunité dans un collectif qui est déjà créé, déjà existant, en cours de création. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi, très naturellement et très tôt dans mon activité. Donc j'ai pas connu ces phases-là de solo au sens propre du terme. Bah, déjà, merci de venir sur le podcast et d'accepter l'invitation. En fait, moi, je me pose la question, moi, j'ai commencé à rencontrer du monde en freelance et solopreneur, etc., quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Mais du coup, des gens qui ne s'exposent pas, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment ils font pour peut-être rencontrer d'autres personnes, des pairs ou autres. Là, par exemple, toi, tu as rencontré Cédric parce que, en gros, il a fait appel à tes services. Et après, vous avez créé votre groupe. Euh, mais des gens qui s'exposent pas, je sais pas trop comment. Bon, Bah, c'était une question ouverte là pour le coup, ouais. mais Bah, il y a un truc fabuleux qui existe pour un peu le côté dinosaure, c'est la BNI, tu vois, toutes ces réunions BNI à 5 heures du matin pour rencontrer des gens ou des choses un peu plus physiques, quoi. Moi, je sais que dans ma coopérative, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont pas forcément à fond sur LinkedIn à s'exposer. Et en fait, de ce que j'entends, de ce qu'ils me racontent, il y a encore une grosse puissance des réseaux physiques, tu vois. Dans certaines collectivités, tu vois, territoriales, tu vois, des clubs d'entrepreneurs d'une même ville, etc. Donc, tout n'est pas relié à la visibilité sur LinkedIn aujourd'hui. Nous, on est dans notre petite bulle, donc c'est normal qu'on se pose ces questions-là. Mais en échangeant avec des personnes vachement ancrées dans des réseaux encore physiques, je me rends compte que ça marche vachement, quoi. Alors moi, ça pourrait pas coller parce que les réunions BNI à 5 heures du matin ou tout ça, ça me correspond pas du tout. Les réseaux physiques, aujourd'hui, je suis tellement digitalisée que parfois j'ai perdu un petit peu l'attrait. Mais c'est vrai que quand on s'expose pas, il y a toujours ce moyen d'aller chercher un petit peu en dehors. En tout cas, je trouve qu'on est quand même dans l'entrepreneuriat, il y a quand même pas mal d'options, quoi. Pour se créer des petits clubs, des collectifs, en rejoindre, c'est quelque chose qui se développe vachement. Il faut encore une fois être un petit peu aux aguets de ce qui se passe et sans même publier nous-mêmes, on peut quand même suivre les clubs qui se créent autour de nous, dans nos villes, ou voilà les gens qui communiquent autour de leur communauté pour pouvoir les rejoindre. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui se développent un peu partout, quoi. oui, non, mais dans tous les cas, c'est quand même essentiel de s'entourer parce que dans notre entourage, généralement, on n'a pas forcément des freelances ou solopreneurs ou autres, ou même entrepreneurs. Donc c'est quand même cool de pouvoir avoir des pairs et discuter de ces sujets. Parce que nos proches, de toute façon, à un moment donné, on les saoule avec nos questions ou nos problématiques ou autres. Euh, Toi, t'es pas digital nomade, mais il me semble que tu parlais justement que tu bougeais beaucoup, ou en tout cas, tu changeais souvent de lieu de travail. L'espace de coworking que tu parlais sur ta communauté. Enfin, est-ce que c'est un peu une manière aussi de croiser du monde, ou c'est parce que tu as besoin de créativité et de changer d'endroit pour pouvoir écrire ou ce genre de choses? Eh bien, c'est les deux, mon cher Jean-Pierre. Je suis digital local, on peut dire ça comme ça. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'âme d'une voyageuse. Tu me verras pas partir à Bali ou à Dubaï du jour au lendemain pour tester la vie de nomade. Moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, je suis plutôt digital local. Donc ça, c'était la belle époque quand j'avais pas le pied cassé. Mais ça va vite reprendre, j'espère. Et l'idée, c'est de se dire que ouais, j'ai à la fois besoin de liens sociaux, à la fois besoin de développer, enfin de maintenir ma créativité. Je fais un métier hyper créatif, faut que je sois inspirée pour écrire aussi bien pour moi que pour les autres. Et cette créativité, je la trouve pas toujours à mon bureau, voilà, 8 heures par jour, comme ça, dans mon appartement. Donc j'ai aussi besoin d'aller puiser cette créativité ailleurs. Et donc pour moi, c'est hyper important de varier les lieux de travail. Le jeudi, je suis au coworking de ma coopérative, il y a pas photo, on me trouve là-bas tous les jeudis, c'est sûr et certain. Je bosse des demi-journées par semaine dans un café de ma ville, pareil, donc 1 à 2 journées, demi-journées par semaine en temps normal. J'alterne aussi avec des médiathèques quand j'ai besoin d'écrire dans le calme. La médiathèque de ma ville, elle est super aussi pour ça. Donc finalement, c'est des lieux extérieurs qui se prêtent aux missions que je dois faire. C'est sûr que si je dois faire des sessions de consulting, eh bien en fait, je reste chez moi et je les fais là. Par contre, quand je dois écrire, j'arrive très bien à m'immerger, à me plonger en fait finalement dans mes écrits, même s'il y a un bruit de fond derrière, la vie de café, etc. Moi, j'adore ça, quoi. Donc ouais, je varie mes espaces de travail en local, quoi. Digital local, c'est un peu ça, quoi. Je me balade avec mon ordi sous le bras dans un périmètre assez restreint, mais j'aime bien ça.
C'est marrant parce que moi, le moindre bruit, c'est impossible de travailler, ou des mouvements ou autre, s'il y a des gens qui bougent, on va dire, devant moi, impossible de travailler. Mais non, super intéressant. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder, en gros, plutôt sur le métier de rédacteur web. On en avait déjà parlé un peu avec Inès dans l'épisode, je sais plus combien déjà. Euh, En gros, je vais poser une question, mais tu vas pas l'apprécier. C'est quoi ton tarif au mot en tant que rédacteur web? Eh bien, écoute, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Axel, de m'avoir reçu. Je ne relayerai pas cet épisode. Non, je rigole. Ben oui, ben, très bonne question à laquelle, évidemment, je ne répondrai pas puisque je n'ai pas de tarif au mot. C'est quelque chose enfin, c'est une méthodologie contre laquelle ben, je me bats, entre guillemets. Hein. Tout est relatif, mais moi, je suis contre le tarif au mot. C'est évidemment comme ça que j'ai commencé puisque pour moi, c'était une norme quand on devient rédacteur web d'avoir un tarif en mots. Et quand on parle de tarif en mots, on parle de tarif en centimes d'euros par nombre de mots. Donc ça se compte en 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 centimes d'euros par nombre de mots. Et moi, ça me donne l'impression d'aller chez l'épicier acheter des bonbons où chaque bonbon coûte 5 centimes, 7 centimes. Et donc du coup, tu es là avec tes petites pièces. Et c'est pas du tout ça ma vision du travail de rédacteur web. J'ai pas du tout envie de me vendre en centimes d'euros par nombre de mots. Il y a une question Ça se vraiment passe de... comment? C'est en gros, genre tu donnes ton article de blog, imaginons, à ton client. Lui, il va mettre dans Word, il va regarder le nombre de mots ou je ne sais quoi, et il va te facturer par rapport au tarif que vous avez défini au mot avant. Alors c'est à l'envers que ça se pense, c'est toi en tant que rédacteur, la norme entre guillemets qui existe encore en rédaction web et que certaines entreprises respectent, c'est plutôt elles vont faire appel à un rédacteur web en leur demandant le tarif au mot. Toi tu vas répondre, je sais pas, 5, 10, 15 centimes d'euros le nombre de mots pour un article de 1000 mots. Donc souvent le client arrive en disant bah, quel est votre tarif en centimes d'euros par nombre de mots pour un article de 1000, 1500 mots, 2000 mots. Donc le client parfois a une vision de combien de mots il veut. On donne notre tarif, si ça rentre dans le budget du client, let's go. Et après, au moment de la rédaction, alors le but, c'est pas d'être une machine normalement à écrire où tu comptes vraiment les mots, mais si tu as vendu un article de 1000 mots, bah, tu essaies de t'y tenir, d'avoir une petite tranche. Mais si tu veux, en fait, moi, je suis plutôt contre cette idée de se vendre en centimes, de dévaloriser, entre guillemets, notre profession. Je trouve qu'en termes d'image, de positionnement, on a tout à gagner à changer les codes de cette façon de se vendre et plutôt de se positionner en forfait, tu vois. De dire, bah, plutôt que se vendre en centimes d'euros par nombre de mots, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt plutôt à vendre un nombre d'articles par mois pour fidéliser le client, lui dire, bah non, moi, mon tarif, c'est pas 10 centimes pour 1000 mots. Mon tarif, voilà ce que c'est par exemple, je sais pas, 2000 euros pour 6 articles de blog par mois. Et puis après, préciser dans les petites lignes, bah, chaque article fait entre, je sais pas, 1500 et 2000 mots, j'inclus l'optimisation ou pas, et de se vendre plutôt en forfait pour fidéliser le client. C'est plutôt mon approche que j'ai développée assez rapidement, je pense 2020-2021, j'ai plus la date en tête, et qui fonctionne très bien. Et en fait, les entreprises sont ouvertes aussi à changer de façon de collaborer et de travailler. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir une entreprise qui s'est heurtée parce que je lui ai dit non, je ne me vends pas en centimes d'euros par nombre de mots, je me vends au forfait. Et puis après, en soi, si elle veut avoir mon tarif en centimes d'euros par nombre de mots, l'entreprise, elle sort sa calculette et elle le trouve. Donc on n'est pas sur un sujet dramatique. C'est vraiment une question de positionnement et comment est-ce qu'on veut être valorisé. Parce que le travail de rédacteur web, c'est pas juste vendre des mots qu'on aligne les uns à la suite des autres. C'est vraiment créer du contenu qui apporte de la valeur. C'est pouvoir travailler le référencement si on est spécialisé en SEO. Donc il y a vraiment tout un travail derrière de recherche, c'est ça, de relecture, d'écriture, qui, je trouve, n'est pas valorisé quand on parle en centimes d'euros par nombre de mots. Donc tu n'auras pas mon tarif en centimes d'euros par nombre de mots car il n'existe pas. Non, mais en fait, je trouve ça ultra intéressant comme sujet parce que, enfin, on m'a déjà posé la question, j'ai accompagné des gens sur Malte pour optimiser leur profil. Et en fait, il y avait des rédacteurs web notamment, et rédacteurs web, les prix sont quand même tirés vers le bas. Je trouve que c'est un métier qui est quand même assez compliqué à bien gagner sa vie. C'est pour ça aussi que Inès, elle a sa formation pour aider d'autres personnes à devenir rédacteurs web et en faire leur métier. Mais c'est ultra compliqué. Par exemple, si on prend un rédacteur web, le TGM va être un peu plus bas, enfin le prix à la journée, qu'un développeur, imaginons. Euh, et en fait, ces notions de tarif, positionnement, je trouve ça ultra intéressant sur le sujet. Ouais, c'est une façon de s'élever parce que tu as raison, il y a un phénomène de précarisation un peu du métier où on va essayer de tirer vers le bas, mais rien ne nous empêche, nous, en tant que freelance, de contrer ça en se positionnant différemment. Il y a une question, quand on parle de positionnement, il y a donc une question de cible aussi. Moi, je sais que ma cible, dès le début, elle a été très B2B
parce que c'est des entreprises qui, parfois, ont plus de budget. Je vais sur des sujets, des secteurs un peu plus techniques parfois. Donc, ils ont besoin de plumes qui vont être capables de maîtriser les sujets. Ça a donc un prix. Donc, toute cette question de positionnement, de le travailler assez tôt dans son activité de rédacteur, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour se démarquer. Et c'est possible. C'est surtout cette notion de possibilité de bien comprendre que ce n'est pas une norme de se vendre en centimes d'euros par nombre de mots parce qu'on a vu que ça se faisait comme ça. C'est comme se vendre au TJM. Parfois, on peut trouver d'autres systèmes. On a quand même choisi un statut, en tout cas en tant que freelance, où on est plus ou moins libre de construire l'activité qu'on a envie de construire. Après, il faut la marketer, il faut réussir à la vendre. Mais en tout cas, dans le milieu de la rédaction web, c'est complètement possible de se vendre plutôt en forfait et d'essayer de pérenniser la relation, de fidéliser, plutôt que de vendre en centimes quelques mots, quoi. Ça va au-delà. Mais toi, c'est super intéressant parce que tu me le disais justement que ton CA, il est super lisse, que finalement, tu fais à peu près le même montant tous les mois. C'est ton fonctionnement forfait qui permet aussi d'avoir de l'impact auprès de tes clients, mais plutôt sur le long terme. Euh, Enfin, du coup, ça, c'est quand même assez cool pour ton business de pérenniser ton activité. Enfin, je sais pas, tu signes des contrats avec tes clients de 3 à 6 mois d'une certaine période ou c'est au mois, juste au mois. Non, c'est alors quand on parle vraiment de rédaction web ou de ghostwriting, l'engagement il va être dans la durée. Je signe pas de contrat au mois, ça va être comme tu le dis minimum 3 mois, 6 mois. Là, j'ai des clients avec qui je bosse depuis 3 ans. J'ai une clientèle hyper fidèle, mais on n'est pas au mois. Le premier mois est un mois plutôt de test, alors rémunéré à mon tarif habituel. C'est vrai qu'à l'issue du premier mois, on peut se donner l'opportunité de rediscuter, de savoir si on continue ou pas. Généralement, on continue et après, on est lancé sur des forfaits 3 mois, 6 mois. Évidemment, on fait des points au fur et à mesure pour voir si on continue ou pas. Mais avec ce système-là, le but, c'est vraiment d'engager dans la durée, de faire comprendre qu'on est un partenaire avant tout. Et comme tu le dis, moi, tous les ans, alors en fait, j'ai un chiffre d'affaires un petit peu en escalier, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai fait les calculs, mais si tu veux, tous les ans, j'augmente en moyenne mon chiffre d'affaires de 30%. Tu vois, entre la première et la deuxième année, j'ai augmenté de 38%, entre la deuxième et la troisième de 24%, entre la troisième et la quatrième de 33%. Fin 2024, on aura la réponse de combien j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Mais si tu veux, j'augmente tous les ans à peu près de 30% mon chiffre d'affaires. Mais au cours de l'année, entre janvier et décembre, il y a un effet lisse puisque je vends du forfait, donc j'ai de la visibilité. Après, ce qui va plutôt varier, c'est lié à ces nouvelles offres de conseils, d'accompagnement, qui même si elles sont forfaitisées, par exemple, je vais vendre 4 heures de consulting sur un mois, c'est beaucoup plus one shot, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il faut que je retrouve d'autres clients comparé à l'équilibre que j'ai avec mes offres de rédaction avec ghostwriting qui m'engagent sur la durée avec des clients. Enfin, en réalité, les gens savent bien aussi que ce soit et en SEO et sur LinkedIn, sur ces deux sujets-là, qu'il faut un petit peu de temps et d'effort pour commencer à voir les résultats, même s'ils peuvent se manifester très rapidement, ça arrive aussi. Mais du coup, on est vraiment dans une relation où directement, on sait qu'on va s'engager dans la durée. Et c'est ça qui me permet de lisser, on va dire, tous les mois. Par exemple, j'ai jamais fait un mois à 10 000 suivi d'un mois à 0, quoi. Ça va être un chiffre d'affaires qui est lissé avec quelques écarts. Mais en tout cas, je n'ai pas de montagne russe dans mon chiffre d'affaires. Ça, c'est ma petite fierté. Ça, j'en suis quand même contente. Mais ça, c'est trop cool, hein. Franchement, bravo, parce que moi, c'est vraiment en dents de scie. En fait, moi, c'est que du one shot. Donc, c'est un peu la différence où je réalise une solution pour un client, mais une fois que c'est terminé, on se dit au revoir et potentiellement, on se reparle plus jamais, quoi. Donc, en gros, c'est beaucoup en dents de scie et ça dépend de ma capacité à trouver des clients de manière, on va dire, récurrente. Et c'est là où, en fait, j'ai un effet récurrence. J'ai peut-être des clients qui reviennent, mais il y en a d'autres qui partent, en tout cas, et il faut que je fasse en sorte d'en faire entrer assez ponctuellement pour pouvoir, en gros, avoir un CA lisse. Mais bon, il est pas lisse. Mais c'est le Généralement, challenge de... les paiements sont décalés, et du coup, il y a un mois à 10 000 et l'autre mois à côté qui est ultra bas. Donc ça dépend. Comment tu as fait pour augmenter ton CA chaque année? Tu as augmenté tes prix, tu as pris plus de clients. C'est peut-être aussi parce que tu as ajouté tes offres. Enfin, ça a été quoi ta méthode pour augmenter ton CA? Et ben tu vois, on revient sur ce sujet de pas tous les œufs dans le même panier, tester différentes approches. Donc c'est un format un peu hybride de ce que tu viens de dire. Il y a évidemment eu des augmentations de tarifs sur mes offres, que ce soit la première en rédaction web. Bon voilà, quand j'avais qu'une seule offre, ma façon d'augmenter mon chiffre d'affaires, ça a été d'augmenter mes prix. Puis après, j'ai trouvé, j'ai lancé d'autres offres en ghostwriting.
là, il y a une question de rentabilité puisque je facturais plus pour des contenus parfois moins longs à rédiger et qui me prenaient moins de temps. Donc, il y a eu aussi une notion de scalabilité un peu sur ces sujets-là. Après, je me suis diversifiée, donc j'ai lancé d'autres offres. Donc, finalement, c'est un petit peu un melting pot de tout ça entre l'augmentation des tarifs, trouver des clients parfois plus rentables, tu vois, vraiment beaucoup plus rentable, et puis lancer des nouvelles offres. Et voilà, alors cette année, je crois que c'est la première année où je suis pas 100% convaincue mais ça c'est parce que, tu vois, le syndrome un peu de l'imposteur, toujours un peu pessimiste, etc. Mais je sais pas si je vais réussir à maintenir le cap des plus 30%. Je pense lancer en 2024 des nouvelles offres, en tout cas des ajustements de mes offres actuelles, industrialiser certaines offres. Enfin, j'ai des réflexions qui sont en cours là, qui sont pas encore abouties. Mais ouais, je me pose la question. Après, il y aura peut-être des autres revenus. Je te fais une confidence. 2024, ça va être probablement l'année où je vais relancer à fond ma newsletter. Et j'ai déjà des propositions de sponsorisation, etc. Donc ça peut être aussi des nouvelles lignes qui vont s'ajouter. C'est pas ça qui va faire plus 30%. Mais en tout cas, il y a des perspectives pour cette année-là. Je pense que ce sera une année où le salaire sera lissé. Après, quand je dis lycée, attention, il y a aussi des mois où je pars en vacances et il faut pas oublier que je reste dans de l'accompagnement, de la prestation de service. Aujourd'hui, je ne propose rien d'evergreen, je propose pas de formation. Finalement, mon chiffre d'affaires est dépendant de mon travail. S'il y a des mois où je pars en vacances, c'est les seuls mois où on va faire des creux. Sinon, sur tous les autres mois de l'année, c'est lisse. Mais ça me demande, du coup, voilà, d'ajuster, de réfléchir. Il va se passer des belles choses, je pense, en 2024. Donc la newsletter Système V va reprendre un peu vie, parce que je crois que tu as fait 4 ou 5 éditions, tu l'as lancé il y a 1 an ou 2 ans. Alors, je l'ai lancé il y a 6 mois. Ça va, je peux encore. Je l'ai lancé cet été 2023, donc il y a 6 mois. S'en est suivi une grosse période de travail sur des projets où j'ai dépriorisé en fait ma newsletter. Et puis là, ça y est, elle revient en priorité, parmi les priorités numéro 1 à partir là de mars-avril 2024. Et donc l'idée, c'est de pouvoir reprendre un rythme plus régulier. Bon, on sera peut-être sur une édition par mois, mais moi le but c'est vraiment de faire de la qualité et de satisfaire les abonnés qui, même en 3-4 éditions, je me dis j'ai fait 3-4 éditions un peu éparpillées comme ça en 6 mois, sans trop mettre d'efforts sur la communication. Il y a une bonne base d'un peu plus de 500 abonnés là pour l'instant. On m'en parle très souvent de la newsletter. J'ai reçu des propositions de sponsorisation de personnes que j'admire, donc je me dis en vrai il y a un truc à faire quoi. Faut vraiment que j'appuie sur le champignon et ça va être une belle année pour Système V. Ouais, j'ai trop envie de la relancer là. Ah bah, faudrait que tu me dises comment tu fais pour qu'on te contacte pour du sponsoring, parce que moi la newsletter, j'ai une édition toutes les 2 semaines et j'essaie de la faire grossir. Et c'est quand même assez compliqué de faire grossir une newsletter. Bah, pareil sur le podcast, mais la newsletter c'est pareil. Il faut choper les emails et tout ça, donc c'est pas si simple. Et ben voilà un sujet de prochain épisode sur ton podcast. Carrément. Mais en fait, pour rebondir sur ton année 2024, là où tu penses ne pas avoir du coup tes 30% d'augmentation, c'est aussi parce que tu vends ton temps globalement de manière générale. Et à un moment, tu es quand même capé en freelance. Tu peux pas vendre plus de temps, ou alors tu travailles les week-ends et le soir. Et je pense que tu ne le fais pas. Et du coup, à un moment donné, tu peux optimiser ton temps, donc avoir des clients qui payent mieux, peut-être gagner du temps sur certaines missions où tu as des process en place pour faire l'onboarding des clients ou ce genre de choses, tes livrables ou des templates. Enfin, il y a pas mal de manières de gagner du temps. Mais à un moment donné, quand tu vends que ton temps, tu vas être capé par rapport à finalement ton taux horaire qui peut pas non plus exploser, à part si tu trouves un sujet incroyable. Mais Bien sûr. Mais tu as complètement raison, hein. Moi, je suis très attachée à mes offres. Pour autant, elles restent rattachées à mon temps de travail. Pour autant, j'ai pas envie forcément de changer ce système en allant lancer des formations. C'est pas forcément un milieu qui m'attire. Je suis pas on va dire obsédée par la quête des 6 chiffres et de scaler, tu vois, donc je suis surtout attachée là en 2024, c'était très corrélé à du perso, mais j'ai quand même eu un gros accident, j'ai pas forcément pris beaucoup de temps pour moi parce que je me suis plongée dans le travail sur ce début d'année 2024. Je sais aussi que mon année 2024, ça va être pour moi, sans mauvais jeu de mots, l'année où je vais lever le pied et vraiment me remettre aussi en termes de santé physique pour pouvoir réattaquer derrière au max de ma forme. Donc forcément, comme mon business reste rattaché à mon temps de travail, si je diminue un peu ma charge de travail et mon temps de travail là sur ces prochains mois, je vais me faire des super vacances, enfin tu vois, je vais vraiment lever le pied quoi, et c'est voulu et c'est assumé. Donc je sais que du coup
si je suis pas là et si pour le coup je pars en vacances sans mon ordi, parce qu'encore une fois pas digital nomade, il y aura pas forcément de rentrée d'argent, mais c'est ok en fait. C'est ok parce que je sais quelles sont mes priorités, je sais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, je sais pourquoi je suis freelance et je suis hyper alignée avec ça. Donc voilà pourquoi il y aura peut-être pas ces plus 30% pour ce que tu évoques et puis pour d'autres raisons plus perso. Mais pour moi c'est complètement ok. Et je me suis pas lancée en tant que freelance en me disant il faut que cet escalier il dure toute la vie, tu vois, plus 30% tous les ans. Je sais qu'à un moment donné je vais atteindre une limite et si je suis pas prête à changer mes offres, à changer certaines choses, en fait moi je suis complètement ok de rester comme ça quoi. Oui, non, mais après, à un moment, il faut se satisfaire aussi de ce qu'on a. On n'est pas obligé de chercher toujours plus. C'est ça. Juste pour finir aussi, sur l'idée des tarifs, quelqu'un qui se lance, qui a pas forcément de clients ou autre, en tant que rédacteur web ou même dans un autre domaine, en fait, on va quand même tirer les prix vers le bas. Est-ce que tu aurais des conseils ou autres pour éviter de faire ça, peut-être enfin, on en parlait juste avant de, des rédacteurs web qui, en gros, sur Malte, par exemple, ils ont des prix plus bas que des développeurs ou autres. Comment tu peux faire pour avoir un meilleur tarif en tant que freelance? Quitter Malte? Non, je rigole. Je vais me mettre à dos. Je me mets à dos tous les gens qui sont sur Malte. C'est très bien les plateformes pour commencer. Ça peut être hyper utile. Mais à un moment donné, je crois que ce qui peut changer la donne, c'est qu'assez rapidement, on vienne nous chercher aussi pour qui on est plutôt que pour notre tarif. C'est pour ça que là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais développer sa marque personnelle le plus tôt possible quand on est rédacteur web, c'est pas juste pour faire joli sur LinkedIn, etc. C'est aussi parce que on va se rendre visible, on va se rendre désirable, on va se rendre mémorable, et au bout d'un moment, les gens vont aussi venir plus nous chercher pour qui on est nous, et donc par conséquent, la pilule après du tarif passe un petit peu mieux. Ça, je l'ai beaucoup remarqué au fur et à mesure. Plus au début, j'ai commencé sur LinkedIn à parler beaucoup de mon expertise c'était bien. Quand j'ai ouvert un peu les vannes de ma personnalité, j'ai attiré des clients qui étaient prêts à ne pas regarder à la dépense parce qu'ils venaient me chercher aussi. Et c'est ça qui est intéressant dans la rédaction web, c'est que du coup, notre plume, c'est notre portfolio. Et donc, si on montre de quoi on est capable à travers nos propres posts, des gens peuvent se reconnaître et se dire, c'est ça, c'est ce style-là que je veux pour mes contenus, pour les contenus de ma boîte. Et donc, on peut venir nous chercher pour ça et donc se rendre désirable et au moment de sortir la carte bleue, asseoir un peu plus ses tarifs. J'ai vraiment remarqué ce switch, moi, pour ma stratégie de contenu. Donc, c'est un peu ça que je conseillerais aux personnes qui se lancent. Déjà, ne soyez pas dépendant uniquement des plateformes où juste à côté de votre photo, il y a un gros prix. En gros, tu vois, on associe tout de suite du coup une personne à sa valeur monétaire, alors qu'aujourd'hui, on peut associer une personne à autre chose, tu vois, à la valeur à sa personnalité, à ce qu'elle peut apporter, à ce qu'elle dégage. Et donc, vraiment de développer sa marque personnelle assez tôt, ça peut être hyper utile parce que ça peut nous porter vers c'est ça, un changement en termes de relation, au moment où on parle d'argent, il y a quelque chose qui se passe et qui change, quoi. À partir du moment où on s'est rendu désirable. Donc, il y a aussi cette notion-là de s'extraire parfois un peu du supermarché des freelances, où en fait les gens vont nous comparer seulement sur notre prix, mais plutôt attirer les gens par rapport à ce qu'on a à raconter, à notre personnalité, à notre plume, à notre style, se démarquer par son style quand on est rédacteur web, et donc sur des plateformes écrites comme LinkedIn ou d'avoir un blog ou voilà une newsletter, c'est hyper important. Donc démarquez-vous par votre style, lancez vos propres contenus, ce sera votre meilleur portfolio. Et puis au moment après de parler tarifs, vous aurez déjà une valeur ajoutée. Ouais, comme dirait Cédric, t'as quasiment déjà signé du coup ton client quand tu l'as en call. Je vois l'heure qui tourne, Victoria. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu corrigerais un peu sur ton parcours si tu devais te relancer, s'il y a un élément que tu ferais différemment ou t'aurais fait plus tôt ou que t'aurais supprimé peut-être? Écoute, c'est une bonne question. Je crois que plus le temps passe et plus, tu vois, avec du recul, je me dis que je me donnerais aucun conseil. En fait, je trouve que c'est bien aussi de pas savoir, de faire ses armes, de se planter, d'avancer. Donc, je corrigerai pas, tu vois, je gommerai pas les petites erreurs que j'ai pu faire. Je gommerai pas toutes les fois où j'ai cru à certaines choses et puis en fait, ça a rien donné derrière. En fait, je crois que le seul conseil valable auquel je crois, c'est celui que j'ai appliqué, c'est ose et tu doseras ensuite. Moi, j'aime beaucoup ce dicton d'abord oser, doser ensuite, tu vois. On commence par oser et puis après on dose, on ajuste. Mais ajuster, c'est pas forcément corriger certaines choses. Donc finalement, moi, j'ai envie de dire aux gens, j'ai envie de les encourager à arrêter de se pencher tout le temps sur qu'est-ce que j'aurais fait de mieux, regarder vers le futur, voilà, on avance, on se prend pas trop la tête, on ne sauve pas des vies en tant que freelance, et donc plantez-vous,
tester des nouvelles choses, mais sur mon propre, ça c'est le conseil que je donnerais du coup aux autres, qui est pas vraiment un conseil, et sur le mien, mais je crois que je changerais strictement rien, à part peut-être d'éviter l'épaule déboîtée au Krav Maga, plus 2 ans après le pied cassé, parce qu'on va pas se dire, hein, ça a eu un impact aussi sur mon business. Donc ça, c'est les seules choses que j'essaierais d'éviter. Mais sinon, je crois que je referais tout pareil. C'est ça la beauté du freelancing. Faites des erreurs et osez et dosez. Oui, c'est ça. Ok, bah trop cool, merci Victoria. J'ai tendance à pas le dire d'habitude, mais n'hésitez pas à vous abonner et à mettre aussi un avis sur vos plateformes d'écoute, parce que ça aide énormément le podcast. Merci à toi Victoria, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, et j'espère que tu as passé un bon moment du coup sur cet épisode de Solo Quest. Un grand merci à toi, j'ai passé un excellent moment et ouais, abonnez-vous aux plateformes d'Axel, ça vaut le coup. Merci Victoria.